Alors, il nous reste deux présentations qui sont des modes d'exercice très particuliers de notre métier. Le chirurgien conseil dans l'industrie et le chirurgien conseil dans l'assurance. Alors, Axel Arnaud est chirurgien conseil chez Johnson & Johnson. Voilà, donc l'Académie m'a demandé de venir vous parler des possibilités de carrière dans l'industrie. Pourquoi moi spécialement? Parce que j'ai fait maintenant plus de temps dans la carrière industrielle que dans la carrière de chirurgien. J'ai été interne à Marseille en 77, j'ai fait 15 ans de chirurgie, j'ai été PH, mais en 92, pour des différentes raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, j'ai fait un grand saut et je suis parti dans l'industrie un peu sans savoir trop à quoi m'attendre. J'étais vu à l'époque un petit peu quand même comme un extraterrestre, c'était pas du tout quelque chose de commun, en tout cas pour un chirurgien de passer dans l'industrie, pour un médecin de passer dans l'industrie pharmaceutique, c'était assez courant, mais pour un chirurgien qui prenait délibérément cette décision, c'était pas fréquent. Mais je crois que de nos jours, j'ai passé 23 ans dans l'industrie, donc je vois beaucoup plus maintenant de cas semblables, et donc je vais essayer de vous expliquer si un jour vous êtes intéressé par un passage dans l'industrie, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, si vous voulez, la question, si demain vous entrez dans l'industrie ou vous envisagiez de faire ça, je vais essayer de répondre à quelques questions. D'abord, il faut savoir quel type d'entreprise, quand, quel est le meilleur âge de votre carrière, le meilleur moment de la carrière pour faire le saut, qu'est-ce que vous y feriez si vous y entriez, qu'est-ce que vous auriez comme poste, et quels sont les avantages, les inconvénients par rapport à une carrière traditionnelle de chirurgien. Alors, quelles entreprises? La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'industrie de la santé, elle est organisée selon deux grands axes. L'industrie pharmaceutique, ça c'est facile à identifier, et puis l'industrie qui est dite du dispositif médical, le medical device des anglo-saxons. Et ça, c'est beaucoup plus flou, parce que ça va de la seringue jusqu'à l'appareil très sophistiqué de résonance magnétique. Si vous voulez, c'est un fouillis de choses. Et bien sûr, dans le medical device, vous êtes des internes en chirurgie, il serait évidemment hautement souhaitable que vous choisissiez des entreprises qui sont elles-mêmes dans la chirurgie. Alors, il y a des chirurgiens dans l'industrie pharmaceutique, beaucoup, on en trouve dans tous les pays. Bon, je ne vais pas vous parler vraiment de ça, parce que je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit souhaitable. C'est pour moi un accident de parcours. Quand on a fait 15 ans ou 10 ans de chirurgie, finir dans l'industrie pharmaceutique à s'occuper de maladies psychiatriques ou de médicaments pour l'hypertension artérielle, je ne crois pas que ce soit ce qui est souhaitable. Ce que je voudrais, c'est essayer de vous montrer ce qu'il peut y avoir d'intéressant pour des internes en chirurgie, pour des internes qui ont suivi un cursus de chirurgien. Alors donc, on va surtout se focaliser sur le dispositif médical et on va supposer que vous soyez intéressé par une entreprise qui opère dans le domaine de la chirurgie. Alors, la deuxième question, il y a différentes tailles d'entreprises. Ça va de la multinationale, les grands groupes multinationaux que vous connaissez tous, les Johnson auxquels j'appartiens, Covidien, Medtronic, tous ces grands groupes depuis Synthes, qui est aussi de Johnson en orthopédie, les Zimmer, ceux qui ont ces grands stands dans les congrès. Et c'est en général eux qui vont recruter des gens comme moi, comme peut-être vous un jour, parce que évidemment il y a un coût quand même à recruter des chirurgiens, et donc c'est plus les grands groupes, si vous voulez, qui sont les employeurs principaux. Les entreprises taille moyenne, c'est très rare qu'elles aient un personnel médical dédié, plein temps, parce qu'en général, ce sont des entreprises qui sont
focalisées. Les grands groupes, ils s'occupent de tout. Les entreprises taille moyenne sont quand même assez focalisées souvent sur un domaine. Donc, l'aspect médical, elles peuvent leurs problèmes médicaux, les questions qu'elles se posent, elles les demandent à leurs clients assez facilement. Hein. Quand on fait que de la dialyse, bon, ben c'est sûr qu'on peut parler avec des néphrologues et puis on doit arriver à résoudre ces principales questions. Après, il y a les startups. Les startups, c'est intéressant, mais en général, n'ont pas les moyens, évidemment. Mais très souvent, les startups, par contre, engagent des médecins consultants. Donc ça peut être comment dire, une première expérience. Alors maintenant, quand est-ce que vous pouvez considérer ce passage? Alors quand je regarde autour de moi, dans les différents pays, dans ma société, je vois de tout, des jeunes, des gens d'âge moyen, des gens âgés. Et si je peux me permettre quelques commentaires, en début de carrière, on en trouve deux types. Il y a des pays où j'ai l'impression, comme l'Angleterre, l'Allemagne, où c'est assez facile de trouver des gens, mais qui, je crois, sont un peu en échec pour professionnels. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en Angleterre, il y a une sorte de formation, puis après, il y a un goulot d'étranglement. Si on ne rentre pas au NHS, on se retrouve sans emploi. Et donc, on trouve de ces gens, dans le système français, non. Mais dans les systèmes étrangers, on peut trouver des gens qui, en début de carrière, disent « Bon, ben moi, j'ai fait 4 ans de chirurgie, 5 ans, j'ai fait le training normal, et puis, je rentre dans l'industrie. » On trouve aussi en début de carrière des mères de famille qui disent « Ah bon, ben j'ai 30 ans maintenant, je viens d'avoir mon 2e enfant, j'ai envie, et les gardes, tout ça, je préférais un métier un peu plus stable. » Mais si vous voulez, globalement, le début de carrière, c'est vraiment pas le bon moment. Parce que ces gens qui sont jeunes, une trentaine d'années, ils vont rentrer dans l'industrie pharmaceutique à des postes assez bas. C'est vraiment pas votre intérêt de faire ça très jeune, parce que votre valeur est faible pour l'entreprise et le risque que vous prenez est d'autant plus grand que vous amenez peu de choses. En milieu de carrière, ça c'est le meilleur moment, si vous voulez. C'est le moment vers la quarantaine où on dit, ça c'est ce qui intéresse les entreprises. C'est des gens qui veulent vraiment faire carrière, qui sont suffisamment expérimentés et strong dans leur domaine, mais qui ne sont pas encore trop âgés et proches de la retraite. Donc ça, c'est vraiment ça sera ma recommandation, dire si vous envisagez ça, le milieu de carrière, ça c'est vraiment le bon moment. Et évidemment, on voit deux types, hein, des gens qui font ça par choix, comme je l'ai fait, puis bon, il peut arriver aussi que ce soit par obligation, hein, parce qu'on peut se blesser, perdre l'usage d'un bras, des choses comme ça. Et évidemment, c'est beaucoup moins embêtant quand on est dans une entreprise. Enfin, en fin de carrière, beaucoup en particulier mes collègues américains, ce sont beaucoup de chirurgiens en fin de carrière. Alors pourquoi ils font ça à 5-10 ans de la retraite? Parce que au fond, ils ont envie de voir un autre monde. Et le monde de l'industrie, c'est un monde intéressant. Ils voyagent beaucoup, ils sont très bien accueillis, respectés. Donc ça, c'est assez fréquent aux États-Unis, chirurgiens en fin de carrière qui rentrent dans l'industrie. Mais si vous voulez, bon, le moment idéal pour y faire carrière, c'est quand même d'y rentrer vers la quarantaine. Alors, qu'est-ce que vous y ferez si vous rentrez dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous y ferez? Si vous rentrez dans l'industrie pharmaceutique, il faut bien que vous compreniez la différence entre le medical device et la pharmacie. La pharmacie, c'est un monde qui a beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, qui est très structuré. Donc, quand on rentre dans l'industrie pharmaceutique, on va faire une tâche de toutes celles que j'ai 3 diapositives de tâches que je vais vous montrer. Mais dans l'industrie pharmaceutique, on va vous focaliser sur un truc. Gestion des données cliniques. Vous voyez, l'item numéro 3, vous pouvez faire 20 ans là-dedans. Quand vous êtes dans le medical device, les moyens sont moins grands et en permanence, vous êtes obligé de changer de chapeau, si vous voulez. Vous faites des tas de trucs qui sont la responsabilité de plusieurs dans l'industrie pharmaceutique. Alors, qu'est-ce
les grandes fonctions. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, depuis 23 ans de mes journées? Eh bien, il y a 3 slides, hein, et vous allez voir à quel point c'est varié. Première chose, stratégie commerciale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, je vais être dans un comité de direction, le board de je ne sais quelle société du groupe Johnson, et là, on va discuter de la stratégie est-ce qu'il faut aller dans la robotique, est-ce qu'il faut aller... vous voyez, c'est un aspect stratégique où vous pouvez faire des recommandations en tant que professionnel de la chirurgie. La deuxième chose que j'ai beaucoup pratiquée, c'est l'innovation. L'innovation, le cas habituel dans ma société, c'est un représentant quelque part en Europe voit un chirurgien qui lui dit « Ah, j'ai inventé une nouvelle façon, une nouvelle technique chirurgicale, mais j'aurais besoin d'un instrument, j'aurais besoin d'un implant. » Et donc, si vous voulez, ces médecins, inventeurs, chirurgiens, ce qu'ils veulent, c'est voir quelqu'un dans la société avec qui ils puissent parler de chirurgie, si vous voulez, parce qu'évidemment, ce n'est pas le commercial d'Ethicon, par exemple, qui va faire en sorte que cette idée fasse du chemin si elle est valable. Et donc, très souvent, voilà, un de mes rôles a été d'aller voir ces chirurgiens inventeurs, et on a fait de très bonnes choses. Hein. Si M. Richard était encore là, il vous dirait que j'ai beaucoup contribué au traitement, par exemple, de l'incontinence d'urine. Vous voyez, on a sous mon impulsion, développé ce qui est devenu le gold standard de nos jours, c'est les bandelettes sous-urétrales. Donc ça résulte d'une de mes rencontres avec un chirurgien suédois. La troisième tâche, vous savez, quand on vend des implants, par exemple, on a besoin de données cliniques pour convaincre à la fois les chirurgiens, les utilisateurs, mais aussi de nos jours les payeurs, les gens qui financent. Et donc, on peut être amené à surveiller des essais cliniques, à faire de la stratégie d'essais cliniques. Quand je dis surveiller, c'est pas surveiller comme un moniteur, bien sûr, mais c'est bâtir une stratégie pour tel dispositif qu'on va mettre sur le marché, ou bien avant la mise sur le marché, si possible. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, des problèmes légaux de toutes sortes. Je vais, par exemple, en décembre, aller témoigner devant une juridiction aux États-Unis parce que nous avons des tas de procès à cause justement de ces bandelettes sous-urétrales. Mais je vais aussi donner des conseils à tout un groupe d'avocats italiens parce qu'un de nos concurrents nous attaque systématiquement chaque fois que nous gagnons un appel d'offres. Et tous ces gens, ils raffolent évidemment de conseils médicaux parce que c'est des gens qui sont dans des procès médicaux, mais qui ne connaissent absolument rien à la médecine et encore moins à la chirurgie. Donc, les problèmes légaux, c'est devenu très important, beaucoup plus qu'il y a 15 ans. L'enregistrement des produits, hein, vous savez qu'on ne peut pas mettre sur le marché un produit s'il n'est pas enregistré par les différentes autorités. Donc, eh bien, il peut arriver que j'aille discuter avec telle agence européenne du médicament ou avec l'agence française. Supporter les gens qui font les dossiers. Ensuite, bien sûr, les problèmes très stratégiques aux entreprises, obtenir le remboursement des produits qu'ils mettent sur le marché. Donc là aussi, il m'arrive d'aller discuter avec des gens, des commissions, faire des présentations pour expliquer pourquoi nous pensons qu'on devrait obtenir un bon remboursement en général. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, c'est validation de documents officiels. Eh bien sûr, hein, chaque fois qu'une entreprise met sur le marché un document, il doit être validé. Et validé la partie chirurgicale, mais ce qu'on appelle les claims. Les claims, ça veut dire si j'écris que mon produit ne donne pas de complications importantes, il faut donner une référence et expliquer pourquoi. Donc moi, malheureusement, je suis encore de temps en temps obligé de valider des documents officiels. Je dis malheureusement parce que ça c'est vraiment la routine et c'est le pain noir, on va dire, mais c'est extrêmement important. On a perdu un procès aux États-Unis. Je suis parfaitement au courant du truc, j'étais au cœur de l'affaire parce qu'une brochure patience, ça c'est ce qu'il y a de plus dangereux, c'est-à-dire
ce qui est dans les cabinets de médecins, dans la salle d'attente. Le patient regarde et pour un de nos produits, on dit les complications sont rares. Or, ce produit, il y a 15% de perforations vésicales qui sont sans aucun intérêt, aucune complication n'en résout, n'en découle. Néanmoins, parce qu'on n'a pas mis les complications sérieuses sont rares, on a perdu plusieurs millions de dollars qui vont se multiplier par de très nombreux patients. Donc, si vous voulez, c'est ça la validation de documents officiels. La réponse aux questions médicales, eh bien, chaque fois qu'un médecin écrit à un laboratoire, il faut qu'il reçoive une réponse. Et les seules personnes habilitées à donner la réponse à une question médicale, par exemple, ce qui est extrêmement strict dans l'industrie, c'est les indications, comme on dit, off-label, c'est-à-dire un produit est enregistré pour, je ne sais pas, pour la dure-mère, mais je voudrais l'utiliser sur un tendon. Alors là, ça ne peut être qu'une réponse de médecin à médecin. Donc ça, les deux premiers, c'est un peu, si vous voulez, ce qui occupe pas mal et qui n'est pas forcément le plus intéressant. Question que je reçois à peu près toutes les semaines. Un patient a une aiguille oubliée qui a été oubliée au cours d'une intervention précédente, une aiguille d'éthicone. Est-ce qu'il peut avoir une IRM? Voilà, ça c'est permanence des questions comme ça. Ou un patient est allergique au titane, est-ce qu'on peut lui mettre votre produit Et bien sûr, le contact avec les experts, les sociétés savantes, et c'est la raison aussi pour laquelle je suis ce soir à cette tribune. Voilà, donc si vous voulez, ça c'est un ensemble de choses. Et si on voulait la résumer, on pourrait dire, écoutez, vous êtes un médecin dans un bureau, mais au lieu d'avoir des patients qui rentrent pour vous raconter qu'ils ont des problèmes, ce ne sont pas des patients, ce sont des gens de l'immeuble, de la société, de différentes fonctions, qui viennent et qui ont des problèmes de chirurgie, qui ne comprennent pas, l'avocat qui ne comprend pas, le marketeur qui ne sait pas si ce qu'il a écrit dans sa brochure est valable. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Donc, si vous voulez, je dis souvent, je suis une sorte de médecin, mais je ne soigne plus de patients, je donne des conseils à des gens qui en demandent. Alors, si vous rentriez là, donc, à quel poste, qu'est-ce que vous pourriez envisager comme poste? Eh bien, évidemment, la première grande question, c'est est-ce que, si vous devez rentrer dans une entreprise, il y a deux types de postes. Il y a les postes qui sont, je dirais, business, et puis il y a les postes qui sont scientifiques. Moi, directeur affaires médicales, par exemple, je suis un scientifique. Et il y a une différence fondamentale. Les postes business ne nécessitent pas de gens qui sont chirurgiens. On ne vous demande pas d'être chirurgien. Donc vous allez vous trouver en concurrence avec des gens qui ont fait des grandes écoles, d'autres types d'études. Et puis on va très vite comparer votre performance. On va dire, ah tiens, ce type-là, en France, il a fait 2% de croissance, alors que toute l'Europe en a fait 8%. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous pouvez rentrer dans les postes business, pas en général là, quand vous y rentrez, mais vous pouvez évoluer dans le business, sachant que vous prenez de très grands risques. Quand je suis rentré, moi, chez Ethicon, il y a 15 ans, je suis rentré avec un autre chirurgien qui, comme moi, était PH. Il était PH à Rennes, moi, PH à Marseille. Lui a eu une opportunité, on a créé Ethicon Endosurgery, il est parti là, et il a fait une carrière dans le business. Mais il a atteint un poste extrêmement élevé, puisqu'il gérait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais le risque était considérable pour lui. Parce qu'à tout moment, il peut se faire couper la tête. Dans le business, il n'y a aucun état d'âme, si vous voulez. Dernière fois que je suis venu à l'Académie, il y a à peu près 2 mois, on parlait des 2 dirigeants de l'Europe, de la France, pour un projet qu'on avait en commun.
Bon, les deux ont disparu depuis, hein, ça fait 2 mois. Donc, si vous voulez, le business, oubliez-le dans un premier temps. Après, une fois que vous êtes dans une entreprise, dans la partie scientifique, si ça vous intéresse, ça, c'est une question d'opportunité et puis de prise de risque. Mais si on se focalise sur les postes scientifiques, qui à mon avis sont les plus judicieux pour vous, il y a en gros 3 types de postes où on va retrouver des médecins et surtout des chirurgiens. Dans ma société, on fait que de la chirurgie. Donc les chirurgiens, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans les medical affairs. Medical affairs, c'est un petit peu... Vous voyez, tout ce que je vous ai montré sur les 3 slides de fonctions, vous faites un peu de tout ça en général. Un petit peu de tout ça, évidemment, ça dépend des entreprises, hein, mais globalement, vous êtes une sorte de généraliste de la chirurgie au sein de l'entreprise. Après, il y a des postes qui sont recherche et développement. Recherche et développement, ça, c'est... vous êtes employé, par exemple, on a un centre technique à Hambourg qui fait des textiles médicaux. Bon, ben, il y a là un chirurgien qui est rentré là, qui est employé plein temps et qui travaille uniquement pour soutenir ces projets sur les textiles médicaux. Bon, c'est un petit peu moins fréquent, un petit peu moins naturel, parce que c'est très, très focalisé, si vous voulez. Et autant le domaine des medical affairs, c'est vraiment le domaine des médecins. Le domaine de la recherche-développement, dans une entreprise anglo-saxonne, c'est quand même plutôt le domaine des ingénieurs, des gens qui sont PhD, alors que nous, on est des MD pour eux. Enfin, le 3e type de fonction, c'est ce que les entreprises... Je vous donne un peu la terminologie anglo-saxonne, hein, parce que toutes les sociétés importantes, elles sont internationales. Dans la terminologie anglo-saxonne, ce qu'on appelle le New Business Development, ça, c'est le plus intéressant, si vous pouvez avoir un poste là-dedans. C'est, si vous voulez, l'évaluation, les grosses sociétés, en permanence, elles évaluent des start-up, hein, tout ce qui est sur le... tout ce qui fait du bruit, les start-up, tout ce qui est identifiable, elles les évaluent, elles regardent ce qu'elles font, et puis de temps en temps, elles approchent une start-up pour essayer de la racheter, hein, on va être simple. Et donc, pour évaluer la start-up, bien sûr, il y a des avocats, des financiers, des gens, mais il y a aussi la question numéro 1, c'est est-ce que cette start-up, ce qu'elle fait, qui est en général très originale, est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que les documents qu'on nous présente, est-ce que c'est pas une jolie histoire qu'on nous raconte, mais qui vaut pas un sou? Donc, si vous voulez, ça, c'est très intéressant. Je l'ai fait aussi de nombreuses fois, d'évaluer des entreprises. C'est une sorte de jeu, comme commissaire de police pour chercher où est la faille, parce que surtout avec les startups américaines qui présentent toujours des tableaux extraordinaires. Ça, c'est une grande spécialité des Américains, faire de très belles présentations, savoir répondre à toutes les questions, mais parfois c'est vraiment, ça vaut pas un clou. Et ça, c'est très intéressant comme job, parce que on voit un petit peu le futur de la médecine. Voilà, alors après, j'ai bientôt fini, quel poste? Si vous rentrez dans une entreprise, il faut tout de suite que vous sachiez quel est votre périmètre géographique, hein. Il y a les fonctions, après le périmètre géographique. Donc le langage anglo-saxon, vous pouvez être country, c'est-à-dire pour la France, le langage cluster. Alors ça veut dire, ça les sociétés aiment bien, elles regroupent. Hein, alors par exemple, la France est groupée avec le Benelux et le Nordiques, la Scandinavie. Donc vous pouvez travailler ou pour la France, ou pour un cluster, ou pour une région. Les régions, pour l'industrie, c'est pas les mêmes que nous, on considère. Une région, ça veut dire Asie-Pacifique, EMIA, Amérique du Nord et Latine-América. Voilà. Le monde est divisé en 4 ou 5 régions pour les entreprises multinationales. Ou vous pouvez avoir un poste worldwide. Ça ne veut pas dire que vous avez un salaire extraordinaire. Si vous travaillez au sein d'un grand groupe sur une petite société du groupe, vous pouvez être le directeur médical worldwide, puisque la société est petite. Hein. Ensuite, quel rang hiérarchique? Alors là, vous savez, vous pouvez être manager, medical affairs, manager, c'est le démarrage, associate director, directeur,
Vice-président, c'est rare parce que ça suppose que vous avez beaucoup de monde, hein, c'est plutôt l'industrie pharmaceutique. Et puis, donc, quels avantages, si vous voulez? Donc, voilà, dans mon expérience, la première des choses, j'ai bien réfléchi avant de vous faire cette diapo, j'ai essayé de vous dire ce que je pense après 23 ans. La première chose, je crois, le plus grand avantage, c'est la diversité de ce qu'on fait. La grande diversité, il n'y a pas de routine. Hein. Comme je dis, depuis 23 ans, jamais une semaine qui ressemble à l'autre. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que quand j'étais PH, que j'avais une certaine routine. Bon, là, je vous garantis, il n'y a aucune routine. Si je vous racontais ce que j'ai fait depuis 2 semaines, vous direz, oh là, oui, effectivement, c'est très varié. Bon, la deuxième chose, évidemment, dans une grande entreprise privée, surtout si elle va bien, vous avez en général des conditions de travail qui sont bonnes. Alors, je dirais meilleures que dans beaucoup d'hôpitaux qui sont des coûts et qui sont obligés de réduire sur un peu le confort. Moins de contraintes. Moins de contraintes, ça veut dire vraiment, je pense essentiellement aux gardes, hein, parce que vraiment, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté ce métier, c'est que je n'en pouvais plus de toutes ces gardes. Et je veux dire que j'ai bien mis 10 ans avant d'oublier le plaisir de partir le vendredi soir en me disant il arrivera rien jusqu'au lundi matin. J'ai mis 10 ans à m'y habituer, si vous voulez. Moins de stress. Moins de stress, c'est évident que je ne peux pas vous dire que j'ai le même stress qu'en chirurgie quand vous êtes jeune, mais je pense que quand vous aurez un peu plus, vous verrez qu'on vit en permanence avec un patient ou deux, ou des soucis c'est rare qu'on se dise tout va bien, il y a toujours un petit souci quelque part. Bon, ben là c'est pas le cas. Enfin, ce qui est agréable, c'est d'avoir une bonne vision du futur, hein, quand on est, par exemple, dans la partie New Business, recherche et développement. Évidemment, les entreprises, elles investissent sur le futur, hein. Quand vous voyez quelque chose qui arrive sur le marché, c'est que l'entreprise, elle y travaille parfois depuis 3, 4 ans, 5 ans, donc ça, c'est très intéressant sur le plan intellectuel. Et enfin, maintenant, il y a des inconvénients, hein, comme dans tous les métiers, bien sûr. Je ne veux pas vous détourner de votre carrière. Le risque, oui, il y a un risque, hein, quand vous rentrez dans l'industrie. Je vous dis reporting. Reporting, ça veut dire, je ne trouvais pas le mot, mais si vous rentrez dans un service hospitalier chez le professeur X, eh bien, vous savez que le professeur X, il est là pour 10 ans, 15 ans, enfin, en fonction de son âge, et que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Dans une entreprise, vous rentrez, moi j'ai signé en juin 92, en septembre 92, quand j'ai commencé, l'entreprise avait complètement changé, il avait coupé en deux, et donc, si vous voulez, à tout moment, vous pouvez avoir un patron très agréable, et puis d'un coup, il y a une réorganisation, vous retrouvez avec quelqu'un que vous ne pouvez plus supporter. Donc c'est quand même un risque, ça. La réorganisation, c'est un risque, mais comme je vous le dis, si vous êtes dans la partie scientifique, vous êtes quand même beaucoup moins à risque. Vous voyez, quand les têtes roulent de tous les côtés, les gens scientifiques, on leur fait pas forcément des reproches. Puis si vous voulez, dans le business, il y a des chiffres. Et les dirigeants de société, les chiffres, ils connaissent. Par contre, quand vous avez la partie scientifique, la chirurgie, ils ne connaissent pas. Donc si vous voulez, c'est plus facile pour eux de repérer quelqu'un qui ne délivre pas un bon travail dans le business, parce qu'ils ont juste à regarder les chiffres, alors que dans la partie scientifique, même si on est directeur de l'innovation, est-ce qu'on attend de nous un nouveau produit tous les 6 mois, tous les 2 ans? Ils savent que c'est quand même la partie innovation, la partie scientifique, c'est pas des chiffres, c'est variable. On peut avoir un très bon coup, puis après pendant 3 ans, il n'y a plus d'innovation. Bon, voilà, hein, c'est pas aussi mathématique que le commerce, quoi. Les inconvénients, alors là, le poids des réunions, hein, dans les entreprises, la réunionnité suraiguë, les mails qui sont devenus cataclysmiques, les conférences téléphoniques, ça, les Américains adorent ça, hein, donc moi, tous les jours, je commence ma journée à 13h ou 14h, en général, par une conférence téléphonique
où des gens parlent, on entend plus ou moins bien, on ne sait pas trop de quoi on parle, tout le monde parle. Bon, c'est pas propre à ma société, c'est propre à toutes les sociétés. L'inertie aussi des grosses sociétés, peut-être vous pouvez vous dire, oh là là, c'est une entreprise américaine, ça marche, ça roule, ça trace. Mais pas du tout, il y a une inertie énorme de l'administration, des contraintes réglementaires dans chaque pays, enfin... vous voyez, l'inertie est grande. Hein. Vous ne pouvez pas être un petit entrepreneur, avoir un esprit d'entrepreneur dans un gros groupe. Hein. On va vous calmer très vite, vous allez vous calmer très très vite, parce que vous avez beaucoup de choses à tirer derrière vous. Bon, après, il faut travailler en anglais. Bon, ben, moi, je toujours mis dans un inconvénient, hein, parce que j'ai préféré travailler en français, je préfère faire un exposé en français. Et puis les voyages, il y a beaucoup de voyages en général, surtout si on a un poste européen. Donc ça on peut l'interpréter positivement, négativement, selon ses désirs. Mais enfin, il y a beaucoup de personnes, notamment de jeunes femmes, mères de famille, qui disent « Bon, moi, les voyages, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas partir 3 jours par semaine, c'est pas terrible. » Voilà, et ma dernière slide, bon, si je peux vous faire quelques recommandations, si un jour, pour des raisons variées qui sont propres à chacun d'entre nous, vous dites « J'ai envie de faire autre chose de ma vie », vous voulez être proactif, vous dites « Voilà, j'ai envie de faire autre chose avant ma retraite », que vous envisagez de passer dans l'industrie, alors, mes recommandations, c'est ne le faites pas trop tôt, parce que plus vous le faites tôt, moins vous avez de valeur, plus vous serez à risque. Si vous le faites à 40 ans, 45 ans, quand vous êtes strong, et que vous choisissez bien la bonne entreprise, le bon poste, vous n'arriverez pas à grand-chose. Le deuxième recommandation, c'est choisissez bien la société. Allez dans le dispositif médical, allez dans une société qui est dans la chirurgie, n'allez pas dans la radiologie, n'allez pas là, parce que plus vous éloignez de votre terrain de confort, plus vous mettez à risque. Et enfin, choisissez une société qui a un peu la même éthique que les médecins, c'est-à-dire qui respecte le patient, qui respecte les valeurs qui sont les nôtres. Et je pense que toutes les sociétés ne sont pas égales sur ce plan. Il y a des sociétés qui pensent qu'à l'argent, hein, au profit, et qui peuvent s'asseoir sur certains principes. Ce n'est pas en tout cas le cas de ma société. En 23 ans, on ne m'a jamais demandé une seule fois de faire quoi que ce soit qui soit contraire à mes valeurs de médecin. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire si vous avez un jour l'intention de passer dans l'entreprise. Voilà. Comment choisir alors sa société? C'est des choses connues. Moi, je ne suis pas capable de vous dire ça, donc je ne vous demande pas de faire de délation, mais... Oui. Je crois que... Comment on la reconnaît, là? Tous les gens qui sont dans l'industrie savent très bien où sont les requins, où sont les gens qui ont de l'éthique, les chasseurs de tête aussi. Chaque société est bien identifiée parce que c'est un petit monde et donc, si vous voulez, les employés passent de l'une à l'autre, les gens se connaissent, hein, c'est un monde assez petit, hein, même s'il est assez vaste, à partir d'un certain niveau, tout le monde se connaît. Donc il suffit vraiment de discuter avec un collègue qui est dans une autre société pour savoir, quoi. Alors, dans une société comme la vôtre, la Johnson & Johnson, qui est un énorme groupe, peut-être le plus grand groupe. C'est le plus gros. Il y a combien de personnes comme vous, à peu près dans le monde? Alors, comme moi, quand j'ai commencé, en 1992, je devais être le seul. Donc et en 92, la société, c'était Ethicon, donc ne vendait que des fils. Et des treillis chirurgicaux. Donc pour vendre du fil, c'est le fil, hein, des aiguilles, tout ça, il n'y a pas vraiment de problèmes médicaux. Hein, donc j'étais le seul. Et maintenant, en 2015, il y a quand même une quinzaine de personnes qui sont des chirurgiens expérimentés. On a un ancien président de la
Société américaine de chirurgie plastique et reconstructive, on est une quinzaine au bas mot de gens, je dirais, expérimentés et comment dire, enfin, c'est pas des débutants, on va dire. Donc ça a beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que le besoin, si vous voulez, quand on vend des produits simples, il n'y a pas de question médicale. Maintenant, quand on vend par exemple une bandelette sous-urétrale, la bandelette, c'est l'opération en elle-même. Donc si quelque chose défaille dans ce qu'on vend, l'opération défaille. Une suture, c'est rare, c'est quand même rare qu'elle entraîne, s'il y a quelque chose qui se passe, une catastrophe. Hein. Mais dès qu'on entre dans des choses qui sont à la fois des produits opérations, on va dire produits procédures mélangées, par exemple une prothèse de hanche, bon, il y a le produit, mais il y a aussi la mise en place. Donc il faut écrire des documents, et là il y a besoin de personnel médical. Je sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais on voit aussi souvent dans les congrès des gens qui déclarent des conflits d'intérêts avec des grosses entreprises, etc. Et en fait, donc on suppose qu'ils sont consultants ou chirurgiens conseils pour ces boîtes, sans être forcément employés par la société. En quoi ça consiste exactement? Quel est leur rôle pour ces sociétés? Qu'est-ce qu'ils doivent faire un peu au quotidien pour ces sociétés? Est-ce qu'ils sont rémunérés vraiment ou pas? Je ne sais pas. Après, oui, alors, ça c'est très simple. Prenons des ingénieurs brillants d'Ethicon ont développé une nouvelle pince mécanique et ils veulent savoir ce qu'en pensent des utilisateurs avant de la mettre sur le marché, puisqu'on est au stade prototype. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à des chirurgiens, ce que je vais faire à Rome lundi, est-ce que vous pouvez vous rendre à tel endroit, dans tel laboratoire, on va passer une journée ensemble, on va vous faire essayer cette pince et vous allez nous dire précisément ce que vous en pensez. Évidemment, ces chirurgiens, il faut les dédommager, donc à partir du moment où on paye quelqu'un pour faire une tâche, ça rentre dans un circuit administratif très, très précis, et ça devient donc quelque chose que le chirurgien lui-même doit déclarer quand il fait une publication. Et ça, c'était un exemple, mais ça peut être qu'est-ce que vous pensez de notre nouveau produit? Ou alors ça peut être une réunion dans un hôtel pour discuter avec un panel de gens de sujets divers et variés. Hein. Donc toute tâche qu'on demande à un médecin, il y a une rétribution qui est fixée, qui est transparente, et ça devient pour le médecin à lui d'indiquer qu'il a travaillé pour le laboratoire.